Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre du module enzymologie métabolisme, nous avons donc la 4e séance. Au cours des séances précédentes, nous avons travaillé sur le métabolisme des glucides et plus exactement du glucose. Ce métabolisme, nous avons vu que ce métabolisme concerne essentiellement le glucose. Et ce glucose, sa dégradation s'opère en 10 étapes. D'une molécule à 6 atomes de carbone, nous arrivons à une molécule à 3 atomes de carbone, qui est le pyruvate. Donc, ce pyruvate, nous avons vu que tous les intermédiaires étaient phosphorylés et donc toute la glycolyse se passait dans le cytoplasme. Et maintenant, nous allons nous intéresser au devenir du pyruvate. Et nous avons vu que ce devenir du pyruvate, le pyruvate pénètre sans problème à l'intérieur de la mitochondrie, puisque c'est un composé non phosphorylé. Il n'a pas de charge, donc il va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie sans problème. Et quand il pénètre à l'intérieur de la mitochondrie, nous avons vu qu'il se transformait en acétylcoenzyme A. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au devenir de cet acétylcoenzyme A. Eh bien, cet acétylcoenzyme A, son devenir, ça va être de subir 8 étapes au niveau d'un cycle appelé le cycle de Krebs. Pourquoi l'appelle-t-on cycle de Krebs? Parce que c'est la personne, le biochimiste, le scientifique qui l'a mis en évidence en 1937. Monsieur Krebs, biochimiste britannique, a mis en évidence un cycle. Et ce cycle, grâce à ce cycle, il y avait production d'énergie dans la cellule au cours du métabolisme. Alors, ces réactions effectuées à l'aide d'enzymes spécifiques et surtout en présence d'oxygène, alors que jusqu'à présent, on avait vu qu'on n'avait pas besoin d'oxygène. La glycolyse n'avait pas besoin d'oxygène, la transformation du pyruvate en acétylcoenzyme A n'a pas besoin d'oxygène, mais à partir de maintenant, le cycle ne peut se faire que s'il y a présence d'oxygène pour transformer les substances formées au cours de la dégradation partielle des sucres, des graisses et des acides aminés en anhydride carbonique, c'est-à-dire le CO2, en eau et en substances riches en énergie. Ces substances, on les verra, qui vont permettre la synthèse de l'ATP. Donc, ce cycle, dans les conditions aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène, vous avez la transformation de l'acétylcoenzyme A en CO2 et énergie. Rappelez-vous, quand je vous avais montré la diapositive du métabolisme, je vous avais parlé d'un squelette, le squelette du métabolisme, et ça, c'est une des étapes de cette colonne vertébrale du métabolisme. Donc, c'est une voie commune de l'oxydation des molécules, des acides aminés, des acides gras et des glucides. Alors, si nous voulons connaître un petit peu en résumé ce cycle, comment il se fait, et quel est son but? Il a pour but d'oxyder l'acétylcoenzyme A en 2 molécules de CO2 et 2 molécules d'H2O, d'extraire l'énergie de l'acétylcoenzyme A et de réduire le NAD+ en NADH et le FAD en FADH2. Et ces molécules-là sont très importantes, elles vont rentrer dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Il a besoin de quoi pour fonctionner? Il a besoin de 8 réactions qui vont s'enchaîner les unes après les autres à partir de l'acétylcoenzyme A. En conditions aérobieuses, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et où, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait bien connaître le compartiment cellulaire, à savoir ici la matrice mitochondriale. Grâce à cette enzyme soluble et une enzyme qui est fixée dans la membrane interne, la succinate, la membrane interne mitochondriale, la succinate déshydrogénase. Alors, le troisième point qui est important, c'est que ce cycle ne fonctionne pas seul. Il a besoin d'être couplé à la chaîne respiratoire mitochondriale. Les coenzymes qui ont été réduits dans le cycle de Krebs, on en trouvera 3, NADH, et une molécule de FADH2. Et à partir de cette molécule, grâce à la chaîne respiratoire mitochondriale, il y aura synthèse d'ATP. Donc, 3 points importants. Son but, c'est d'oxyder l'acétylcoenzyme A et de former des molécules de NADH et de FADH2. Comment? Par 8 réactions différentes.
et il est surtout couplé à la chaîne respiratoire mitochondriale. Si la chaîne respiratoire mitochondriale ne fonctionne pas, le cycle de Krebs ne fonctionnera pas. Donc, les réactions du cycle de Krebs, il y en a 8. Il y a une réaction de condensation, il y a 2 réactions de carboxylation, 4 réactions d'oxydation et une réaction de phosphorylation de l'ADP. Donc, l'acétylcoenzyme, il est formé de 2 carbones. Donc, 2 carbones entrent dans le cycle de Krebs et 2 autres carbones en sortent sous forme de CO2. 4 réactions d'oxydoréduction qui vont nous permettre de former 3 molécules de NADH. Donc, les électrons vont être transférés sur ça par les réactions d'oxydoréduction. Puis, on va former aussi par une réaction d'oxydoréduction du FADH2 et une liaison riche en énergie qui sera formée grâce au GTP. Donc, le bilan du cycle de Krebs énergétique, il y aura 3 molécules de NADH formées, une molécule de FADH2 qui vont conduire à la synthèse de 3 molécules d'ATP lorsqu'on va oxyder par la chaîne respiratoire le NADH et par 2 molécules d'ATP quand on oxydera une molécule de FADH2. Puisqu'on forme 3 molécules de NADH, il faut multiplier par 3, donc 3 fois 3, 9, plus une molécule de FADH2 qui va nous donner 2 molécules d'ATP, 11, plus une molécule de GTP, donc le bilan, un tour du cycle de Krebs nous donne 12 molécules d'ATP. Donc voici le cycle, nous allons étudier chacune des étapes. Donc ici, voici, vous avez l'acétylcoenzyme A qui va se condenser avec l'oxaloacétate, une molécule à 2 atomes de carbone, qui va se condenser avec une molécule à 4 atomes de carbone. Et cette réaction de condensation nous permet d'arriver à une molécule à 6 atomes de carbone qui est l'acide citrique ou l'acide tricarboxylique. Tricarboxylique parce qu'il a 3 fonctions acides. Cette molécule va subir une réaction d'isomérisation pour nous donner l'isocitrate déshydrogénase par une réaction de déshydratation et d'hydratation. Nous avons une fonction alcool en position 3. Nous allons avoir le changement de la position alcool en position 2. Puis, cette molécule-là, l'isocitrate déshydrogénase, un composé à 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone, va subir une oxydation, une décarboxylation oxydative, c'est-à-dire qu'on va avoir perte de cette fonction du CO2 qui est là, COH, qui va se transformer en CO2, et une réaction d'oxydation où on va transformer la fonction alcool en une fonction cétone. Et donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction par l'isocitrate déshydrogénase. Une deuxième réaction de décarboxylation oxydative va avoir lieu sous l'action de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. C'est un complexe multi-enzymatique. Donc, cette molécule, il va y avoir élimination de cette fonction-là et fixation d'un coenzyme ASH et création d'une liaison thiol, riche en énergie. Donc, on vient de synthétiser le succinylcoenzyme A sous l'action de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase à partir de l'alpha-cétoglutarate. Puis, cette molécule va subir une réaction, ici une réaction d'hydrolyse de cette liaison thioester. On va libérer le coenzyme ASH et on va synthétiser une molécule de GTP à partir du GTP. Puis, on va former une molécule de succinate. Cette molécule de succinate va subir une réaction de déshydrogénation. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. On va oxyder la molécule de succinate en fumarate, puis on va réduire le FAD en FADH2. Cette molécule de fumarate va subir une réaction d'hydratation et on va synthétiser du L-malate, du malate. Puis ce malate subit une réaction d'oxydoréduction. Ici, vous voyez que la fonction qui est là, la fonction alcool, se transforme en fonction acétone et on a aussi réduit du NADH.
Donc voici le cycle de Krebs, 8 réactions. Au cours de ces 8 réactions, nous avons 2 décarboxylations oxydatives, une réaction, 3 réactions d'oxydoréduction, une autre réaction d'oxydoréduction qui fait intervenir du FADH2, une réaction d'hydratation et une réaction de condensation. Voici les 8 étapes, une réaction d'isomérisation ici. Donc nous allons maintenant voir étape par étape. La première réaction, donc on a dit que c'est une réaction de condensation de l'acétylcoenzyme A provenant du pyruvate qui provient lui-même du glucose, plus l'oxaloacétate. Cette réaction de condensation grâce à cette liaison thioester va nous donner l'acide citrique ou l'acide tricarboxylique. Et regardez, la caractérisation de cette réaction, c'est que la liaison va se faire par le groupement méthyle et non pas par le groupement carboxylique. Ici, la liaison, ici. Donc, elle utilise l'énergie libérée par l'hydrolyse de la liaison thioester. C'est une réaction irréversible et l'enzyme est régulée. Et l'enzyme, c'est la citrate synthase. La deuxième réaction est une réaction d'isomérisation. On voit que on va partir de l'acide citrique et il va subir une réaction de déshydratation, puis une réaction d'hydratation pour former l'isocitrate. Donc c'est la fonction alcool qui était en position 3 qui va devenir en position 2. La troisième étape, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la décarboxylation oxydative. Elle est catalysée par l'isocitrate déshydrogénase dont le cofacteur, c'est le NAD+. C'est une réaction irréversible. C'est une réaction irréversible et vous voyez, l'enzyme catalyse 2 étapes. Une réaction de déshydrogénation en oxalosuccinate. Ici, on a enlevé les hydrogènes. L'oxalosuccinate. Ici, cette molécule va subir une réaction de décarboxylation là, et on va obtenir l'alpha-cétoglutarate. Cette réaction, elle est aussi irréversible, réaction exergonique. Le cofacteur, c'est le NADH. L'étape 4, c'est un complexe, elle est assurée par l'alpha-cétoglutarate et déshydrogénase. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un complexe multi-enzymatique. Il est semblable à celui de la pyruvate et déshydrogénase. Et donc, l'alpha-cétoglutarate, qui va subir une réaction d'oxydation et de décarboxylation avec fixation du coenzyme ASH. Et on va avoir une molécule riche en énergie qui est le succinyl coenzyme A, riche en énergie. Donc, formation d'une liaison thioester, riche en énergie. Réaction exergonique et irréversible. Conversion maintenant du succinyl coenzyme A en succinate. Cette réaction, elle est catalysée par la succinyl coenzyme A ou encore la succinyl thiokinase. Alors, ici, il va y avoir hydrolyse de cette liaison thioester riche en énergie et grâce à cette énergie, on va phosphoryler du GDP plus PI en GTP et libération du coenzyme ASH. La sixième étape, c'est la déshydrogénation du succinate en fumarate. Donc, c'est une réaction qui est réversible. L'enzyme est une flavoprotéine liée à la membrane interne de la mitochondrie. Rappelez-vous, c'est le complexe 2. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait 8 enzymes dans le cycle de Krebs, mais une qui va être liée à la membrane interne de la mitochondrie, associée au complexe 2 de la chaîne respiratoire. Donc, cette molécule va subir une réaction d'oxydation et elle va perdre 2 hydrogènes, le FAD, en FADH2. La réaction est réversible. La réaction numéro 7, c'est une réaction d'hydratation par l'enzyme la fumarase. Donc la double liaison, on va hydrater cette double liaison et on va obtenir du malate. C'est une réaction qui est réversible. Elle est stéréospécifique parce qu'on ne va former que du L-malate. La réaction numéro 8, c'est la déshydrogénation du L-malate en oxaloacétate. Donc on va régénérer l'oxaloacétate qu'on a utilisé en première période. Donc réaction d'oxydoréduction par la L-malate déshydrogénase dont le cofacteur c'est le NAD+. Donc le L-malate
subit une réaction d'oxydoréduction, on va enlever les hydrogènes qui sont là, et on va obtenir l'oxaloacétate. Cette réaction est réversible. Formation d'une molécule de NADH, réaction très endergonique, ça veut dire quoi? Elle a besoin d'énergie pour se faire, mais comme l'oxaloacétate est tout de suite consommé, la concentration étant très faible, et rappelez-vous quand on avait vu dans les réactions thermodynamiquement possibles, on avait dit que ça dépendait de la concentration du substrat et du produit. Ici, le produit est tout de suite consommé, donc ça va tirer la réaction dans ce sens. Alors le bilan, donc voici les 8 réactions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc les 8 réactions que nous avons. Et ici, bon, ici c'est une réaction. Alors, vous voyez les 8 réactions que nous avons. Nous avons utilisé l'acétylcoenzyme A, on le retrouve là. On a utilisé 2 molécules d'eau là, là et là. Et comme on a consommé et on a produit une molécule d'eau, on a produit une molécule d'eau ici. On va l'éliminer. On a consommé 3 molécules de NAD+, une molécule de FAD, un GTP plus un PI. Et on a produit 2 CO2 plus 3 NADH plus une molécule de FADH2, un GTP et un coenzyme ASH. Voici, ça c'est le bilan de l'acide citrique. Maintenant, pour une molécule de glucose consommée qu'on a utilisée, on va produire 36 molécules d'ATP. Alors maintenant, on a dit que le métabolisme, il ne se fait pas n'importe comment. Et toutes les réactions, toutes les réactions du métabolisme sont régulées. Régulées, ça veut dire quoi? Là, quand vous circulez, la circulation, vous avez le feu rouge, le feu vert, et les stops, et tout ça, c'est des signaux pour réguler la circulation des voitures et des piétons. Eh bien, c'est un peu la même chose. La régulation métabolique, elle va se faire dans des points bien particuliers, essentiellement sur les réactions irréversibles, et on l'avait déjà vu pour la glycolyse. Donc ici aussi, le cycle de Krebs va être régulé, et cette régulation va se faire sur les réactions irréversibles. Alors, et donc, comment va se faire cette régulation? Ça va dépendre de la vitesse d'oxydation de l'acétylcoenzyme A. Donc, cette vitesse d'oxydation de l'acétylcoenzyme A, si la vitesse est trop importante, la concentration d'acétylcoenzyme A va diminuer. L'accumulation des produits énergétiques, on les a vus, c'est le NADH et l'ATP. Si le niveau énergétique de la cellule est élevé, est-ce que la cellule va continuer à faire le cycle de Krebs? L'accumulation des produits intermédiaires donc du cycle de Krebs. Donc, dans ces 3 situations-là, si elles sont élevées, eh bien, normalement, ça doit bloquer, la vitesse doit diminuer. Le cycle ne fonctionne que si en aval, la chaîne respiratoire dispose d'un apport suffisant en oxygène. Alors, ça veut dire quoi en aval? Le cycle, donc nous avons la glycolyse, le cycle de Krebs, et ce cycle de Krebs ne fonctionne que si la chaîne respiratoire fonctionne en aval, c'est-à-dire après. Après le fonctionnement du cycle de Krebs, qu'est-ce qui va fonctionner? La chaîne respiratoire. Et qu'il y ait suffisamment d'oxygène. Alors, où vont se faire où va se faire la régulation du cycle? Elle va se faire sur les 3 réactions irréversibles. Ces réactions sont catalysées par des enzymes allostériques. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Pour faire simple, une enzyme allostérique est formée de plusieurs sous-unités. Ça veut dire que ce sont des protomères qui sont liés les unes aux autres. Et pour fonctionner, il faut que les protomères soient liés pour mettre en évidence un site actif. Ça, c'est une enzyme allostérique. Alors que les enzymes de type michaélien sont fermées d'une seule sous-unité. Alors, ces enzymes sont la citrate synthèse,
sont l'isocitrate déshydrogénase et le complexe alpha-cétoglutarate déshydrogénase. D'accord? Ça, c'est les trois enzymes sur lesquelles vont se faire les régulations. Donc, les voilà. Alors, vous voyez ici que nous avons le feu rouge, ici le feu vert. Donc, ici, ça veut dire inhibition de la réaction. Ici, ça veut dire activation de la réaction. Alors, ici, on a la transformation du pyruvate en acétylcoenzyme. Ici, on a la citrate synthase qui condense l'acétylcoenzyme avec l'oxaloacétate pour donner le citrate. Et on a le citrate. La troisième réaction, c'est catalysée par l'isocitrate déshydrogénase. Elle transforme l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. Puis l'alpha-cétoglutarate, puis la troisième enzyme, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Et vous voyez, souvent, regardez, ici, ça dépend du niveau énergétique de la cellule. Le niveau énergétique de la cellule, le niveau énergétique de la cellule, le niveau. Quand le niveau énergétique de la cellule est élevé, ça bloque. Le niveau énergétique est élevé, ça bloque. Le niveau énergétique est élevé, ça bloque. Quand le niveau énergétique est bas, c'est-à-dire l'AMP est élevé, le NAD+ est élevé, l'ADP est élevé, l'ADP est élevé, et bien là, ça va stimuler au contraire ces enzymes. Donc la régulation du cycle de Krebs est coordonnée avec la glycolyse. Leur régulation se fait en parallèle par les mêmes produits énergétiques. Donc ce sont les produits énergétiques qui vont avoir un impact sur la régulation du cycle de Krebs. Alors voici cette régulation plus exactement. Le complexe pyruvate déshydrogénase. L'acétylcoenzyme inhibe la transacétylase. Le NADH inhibe la dihydrolipoïl déshydrogénase. Et il y aura une modification covalente. Rappelez-vous, on avait parlé des différents styles de régulation. La modification covalente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une phosphorylation au niveau de la sérine, et s'il y a une phosphorylation, la structure secondaire, tertiaire et quaternaire ne pouvant pas avoir lieu, donc le site actif ne sera pas mis en place. Et ça dépend. Lorsque la concentration d'ATP sur ADP ou de NADH sur NAD+, et de l'acétylcoenzyme sont élevées, il va y avoir une déphosphorylation si le pyruvate est élevé aussi. Alors, pour la citrate synthèse, donc on a vu qu'elle est inhibée allostériquement lorsque le niveau énergétique est élevé. L'isocitrate déshydrogénase, elle est stimulée allostériquement quand le niveau d'énergie est faible et elle est inhibée lorsque le niveau de NADH est élevé. L'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, inhibition par le succinyl et par le NAD, encore le niveau énergétique. En résumé, si le taux énergétique cellulaire est élevé, la vitesse du cycle de Krebs et d'incorporation de l'acétylcoenzyme sont réduits. Merci de votre attention.